Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un petit livre. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, il m'a beaucoup plu. C'est pas du tout polémique. Il s'appelle Guerre aux hommes. Guerre aux hommes, c'est un petit pamphlet écrit par Olympe Audouard en 1866. Il est juste là. Et moi, je l'ai trouvé à la caisse d'une librairie. C'était Mola à Bordeaux. Bon, Mola, c'est la plus grande librairie indépendante de France. Et au point qu'on ne sait plus en fait ce qu'est une librairie indépendante. Mais j'y vais quand même de temps en temps. Parce que c'est pratique. Et je ne connaissais pas l'éditeur, la petite collection d'espaces et de signes. Je ne sais pas qui a établi cette édition. Probablement l'éditeur lui-même. Et ça a été publié pour la première fois donc en 66, 1800, par Dantu, éditeur parisien. Olympe Audouard, je la connaissais de très très loin. C'est une des grandes féministes du 19e siècle, mais elle est moins connue que Madeleine Pelletier ou Cubertine Auclair ou Marguerite Durand. Et moi, je commence à travailler un peu tout cela. Je suis tombée là-dessus un peu par hasard au moment où on parlait beaucoup du livre Moi, les hommes, je les déteste. Je ne l'ai pas lu, donc je n'en ai pas d'avis. Mais ce que j'ai pu en lire, en fait, je savais qu'il allait paraître. Je le voyais tourner dans mes réseaux, mais ça avait l'air un peu gentil. On est super loin du SCOM Manifesto, dont j'ai déjà parlé, pour lequel je suis régulièrement insultée. Ça se calme. Et visiblement, d'avoir reparlé du SCOM vous a fait découvrir le livre, et c'est vraiment super, parce que le SCOM, c'est quelque chose d'extrêmement étrange, très très particulier comme texte, et j'ai énormément d'affection pour le SCOM. Olympe Audouard, on a un petit portrait, c'est elle, hop, on va essayer de faire... Et c'est vraiment une figure haute en couleur qui a pu provoquer en duel un journaliste plus que déplaisant, mais d'aucuns diraient que journaliste et déplaisant, ça va forcément ensemble. Là, on parle de misogynie, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Bon, ça aurait fait scandale, en tout cas, elle inclut la réception d'un scandale au niveau de l'annonce de son pamphlet dans le pamphlet lui-même, ce que je trouve intéressant. Elle était donc journaliste, a régulièrement convoqué, nous dit la petite présentation, au ministère de l'Intérieur pour ses articles, etc. etc. Je pense qu'elle est super intéressante, mais je la connais encore mal. Ça va venir, ça va venir. Je vais vraiment parler que du texte lui-même. Guerre aux hommes, qui est suivi d'un autre texte qui s'appelle Quelques vilains types d'hommes. Et j'ai trouvé ça super drôle, on va le lire au moins en partie ensemble. Bien sûr, là c'est une édition récente. Ça coûtait 11 €, je trouvais que c'était pas donné pour le format. C'est vraiment publié en 2020, mars 2020. Mais c'était rigolo, ça m'a pas mal plu. Je n'ai pas regardé si je le trouvais en ligne, je le chercherai si j'y pense. Messieurs, ça c'est hyper important, messieurs, parce qu'on va genrer. On s'inscrit donc dans une optique dite de la guerre des sexes. C'est bel et bien la guerre, donc messieurs, c'est bel et bien la guerre que je vous déclare. J'attaque plus fort que moi, j'attaque le sexe fort, tandis que je fais partie du sexe faible. Je dois donc avoir pour moi les gens de cœur, toujours prêts à secourir le faible contre le fort. Vous autres, messieurs, vous attaquez bien souvent les femmes dans vos clubs, dans vos cercles, dans vos réunions, mais dire d'elles, les calomnier étant de vos plaisirs favoris. Vous les attaquez, vous les insultez même dans vos écrits, dans vos journaux, oubliant complètement qu'insulter qui ne peut vous répondre par un bon coup d'épée s'appelle, dans la langue française, d'un fort vilain mot. Alors, on va déjà faire des remarques comme ça un peu au fil. Messieurs, donc attaque adresse aux hommes, non pas donc des femmes contre les hommes, mais en tout cas, puisque les gens de cœur vont aller de son côté. Et donc c'est un peu comme si elle attaquait la masculinité toxique, sans le dire évidemment, mais c'est assez intéressant. Et de façon assez englobante, on pourra même dire misandre. Comme il y a la misogynie, il peut y avoir la misandrie. Évidemment qu'il n'y a pas de symétrie entre misandrie et misogynie, parce qu'on est dans un système patriarcal d'oppression des femmes par les hommes. C'est ce qu'on appelle aussi la domination masculine. La misandrie, c'est plein de choses très compliquées, mais ça n'est pas l'exploitation réelle matérielle des hommes par les femmes. Ça, c'est un délire masculiniste qui a été complètement débunké. Si vous y croyez encore, c'est que vous voulez y croire, pas que vous êtes rationnel. Il n'y a pas de complot féministe, parce que les féministes et les femmes n'ont pas de pouvoir. Ça, c'est dit.
Et elle reprend donc des appellations traditionnelles, le sexe fort, le sexe faible, très très courant au 19e. On va même parler du sexe pour parler les femmes, parce qu'évidemment, il n'y a que les femmes qui en ont un sexe. Et en fait, ce que cela veut dire, c'est que les femmes ne sont ramenées qu'au sexe, qu'à la différence sexuelle, et qu'elles ne peuvent être autre chose. C'est ça, une oppression. Ça, la dimension symbolique de l'oppression, c'est ça. La dimension matérielle de l'oppression, ce sont les féminicides, extrêmement courants au XIXe siècle et quasi impunis. Et ça, je pourrais en reparler en d'autres occasions pour d'autres textes, si ça vous amuse, ce genre de texte du XIXe siècle, je suis en plein dedans en ce moment. Alors, le féminicide ne s'appelle pas féminicide au XIXe, mais il est dénoncé. Et largement dénoncé, mais il est aussi défendu. Qu'il est normal de tuer sa femme adultère. Hein, voilà, c'est ce qu'on a en ce moment. Pas avec une question d'adultère, mais là, je suis tombée ce matin sur une page Facebook. J'ai oublié son nom, et puis je l'ai bloqué parce que c'était insupportable. Alto sexisme, mais en fait qui parle de sexisme anti-homme, et qui était une page en fait antiféministe et masculiniste, et qui mettait en parallèle Jacqueline Sauvage et Jonathan Daval. Alexia Fouillot n'a pas tabassé son mari, et elle a été tuée par lui. Il n'y a pas de symétrie là-dedans, ça c'est un délire. C'est un délire pour maintenir une oppression patriarcale. C'est un délire qui est utile et dangereux. Donc vous autres messieurs, vous attaquez bien souvent les femmes dans vos clubs, dans vos cercles, dans vos réunions, et tout ça, ça nous ramène à ce que montrait Anne-Martin Fugier, je crois, dans ses études sur les convivialités, notamment, elle a tout un article sur les dîners et les cercles comme convivialité masculine. Et ça, Hélène Viennot, j'ai fait une vidéo sur son dernier livre, hein, L'âge d'or de l'ordre masculin, pour parler donc du 19e siècle, hein, de 1804 à... Je sais plus jusqu'où elle va, je crois qu'elle va pas jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais ça passe notamment par des lieux de ce qu'on pourrait appeler de communautaristes, enfin de communautarisme, de non-mixité masculine. Mais dire d'elle et calomnier est un de vos plaisirs favoris, parce que la cohésion masculine se fait par exclusion, et notamment moquerie. Puis je vous avais déjà mentionné les chansons, les grivoiseries, avec Hélène Viennot, enfin étudiées par Hélène Viennot. Vous les attaquez, etc., avec en plus cette impossibilité d'une réponse, non seulement par le bon coup d'épée qui rappelle qu'Olympe-Odouard a été provoqué en duel, donc un baron de la presse du 19e siècle, hein, de son époque, mais en outre que les femmes avaient un accès bien moindre à la presse et à l'écriture, et donc en fait à la réponse. Et on peut remarquer comment la prétérition lui permet de dire plus qu'elle ne dit réellement, donc d'un fort vilain mot. Vous faites bon marché de nos défauts, de nos travers, de nos vices, de notre réputation. De nos vices, de nos défauts, de nos travers, vous raillez impitoyablement. Notre réputation pour satisfaire à une petite vengeance, pour faire un mot spirituel, par désœuvrement même. Vous la ternissez sans songer que la bonne renommée est à la femme ce qu'est le parfum à la fleur. Sans songer que femme est pour vous le synonyme de mère, fille et sœur, sans songer que l'évangile dit « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fît ». Sans nul doute, vous n'aimeriez pas que l'on calomniât, diffamât ou que l'on médit de votre mère, de votre sœur, de votre fille, et pourtant, l'on vous voit toujours disposé à mal parler des femmes. Et ensuite, une anecdote qui montre très précisément ce cas. Alors, qu'est-ce que cela nous dit ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas un discours radical comme le Sora Luscom ou comme le sont d'autres textes que j'ai pu lire, antérieurs ou postérieurs. Donc, on est ici dans une défense, mais une défense qui ne rejette pas complètement ce que Colette Guillaumin appelle le discours de nature, c'est-à-dire l'assignation des femmes à la nature. Et ici, on le voit notamment par cette comparaison. La bonne renommée est à la femme ce que le parfum est à la fleur. Avec le parallèle femme-fleur qui est extrêmement topique. On l'a depuis au moins le nom de la rose. Très concrètement, il repose sur des bases très triviales, hein, ce parallèle, à savoir que la vulve ressemble à une rose. Et ceci est renforcé au XVIIIe siècle par la classification de Linné, la classification linnéenne, celle que l'on utilise toujours, avec donc les deux noms en latin, ce qui permet donc une internationalisation des espèces. Et c'est une classification qui est fondée sur le critère principal de la classification linnéenne, c'est la sexuation.
et la reproduction. C'est pour cela que Rousseau, dans ses lettres sur la botanique, donc c'est des lettres adressées à des femmes, je n'ai plus le titre exact en tête, refuse justement cette classification linéenne en raison de la pudeur de ses interlocutrices. Donc moins de science, plus de pudeur. Là, ici, évidemment, on n'est pas dans un discours naturaliste très précis, mais dans quelque chose qui est topique, qui va donc assimiler la femme à la fleur en occultant que la fleur et l'esthétisation, enfin, ou la façon dont on voit les fleurs et l'esthétisation d'un organe qui, chez nous, est génital. Et pourtant, tout le discours qu'on va avoir autour du miel des abeilles et des fleurs est bien un discours sexuel. Quelque chose d'extrêmement ambivalent et de dialectique dans tout cela, qui ici donc se retrouve de façon vraiment extrêmement ténue. C'est pour ça que ce texte m'intéresse beaucoup, parce qu'il fait beaucoup, il contient beaucoup de ces discours de nature, et on va le voir. Alors je saute tout un passage, donc première anecdote, donc dans un salon, un jeune homme comme ça, qui ne croit pas à la vertu des femmes et refute ce mot d'esprit en raison justement donc, de ces liens de parenté, la mère, la fille, la sœur, et on se rend compte que l'épouse n'est pas incluse. Ce ne sont que des liens que l'on appellera traditionnellement des liens du sang ou de la filiation biologique. Évidemment, la filiation elle-même est culturelle, mais qui vont ramener à la dimension biologique de la filiation qui sont ramenées ici, et qui nous montrent comment l'intrication entre ce qu'on ramène du côté des lois sociales, qu'aujourd'hui on appellerait culture, et de la nature, donc se fait ici de façon extrêmement ténue, et en fait, cette intrication ne peut se démêler à ce moment donc, du XIXe siècle où elle ne se démêle pas. Et c'est intéressant parce que d'un point de vue féministe, il faut démêler la nature de la société pour pouvoir refuser, s'affranchir de ce discours de nature qui est le terme, la réalisation langagière de l'exploitation des femmes. La femme a été de tout temps un grand sujet d'étude pour l'homme, un scalpel à la main. Il l'a disséqué moralement et physiquement. Avec acharnement et sans pitié aucune, il a fouillé les replis les plus secrets de son cœur, ses vices, ses défauts, ses travers. Rien n'a échappé à son esprit biographique et inquisiteur. Il a classé les femmes en différentes catégories, la sentimentale, la coquette, la femme incomprise, la femme légère, la femme de 40 ans, celle de 30, celle qui se donne, celle qui se vend, l'artiste, le bas bleu, la grande dame, la bourgeoise, la lorette, la femme entretenue, la femme de théâtre. Tous ces types, créés par lui ont fourni des sujets d'études satiriques remplis d'humour et surtout de malice, souvent de méchanceté. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est absolument génial, et là, je m'éclate, absolument. Qu'est-ce qui se passe ? Olympe Audouard assimile ici le geste du rire par la typologie à un geste scientifique. Et ça marche, parce que par exemple, le genre des physiologies, qui est un genre vraiment très présent dans les années 1830, physiologie du mariage, etc., justement reprend des termes scientifiques pour faire des textes semi-théoriques, semi-plaisants. De même, ces physiologies vont se retrouver dans les caricatures, et notamment dans les types, par exemple chez Daumier, grand antiféministe, et auquel on doit notamment, non la création du terme de bas bleu, mais en tout cas sa propagation. Un bas bleu, au XIXe siècle, c'est ce qu'est une femme savante chez Molière, c'est une femme de lettres, et qui est disqualifiée par le terme de bas bleu, et par ce titre. Et on voit bien que les bas bleus apparaissent donc dans cette typologie. Et donc le fait de faire même ce que désigne ici Olympe Audouard, ce n'est pas seulement la caricature qu'elle va refuser, mais c'est le geste caricatural qui passe par un geste de typification. Et ce geste de typification, il est, à très juste titre, rapproché des sciences naturelles et des classifications, type Linné, etc. Linné n'est pas le seul classificateur, c'est sa classification qui s'est imposée, mais on a bien au XIXe siècle tout un moment comme ça donc d'extension des classifications, parce que la classification va scientificiser, parfois de refus, et ça je l'avais montré dans un de mes articles sur Pierre Boitard, si les choses vous intéressent, et donc j'identifie un sous-genre que j'ai appelé la vulgarisation scientifique excentrique, donc qui passe notamment par un refus de cette classification scientifique, et qui va se faire dans des textes à la forme plaisante, humoristique, cela dans la lignée du roman comique de Scarron. Et là, Audouard, elle montre bien comment la femme est un sujet, mais seulement un sujet d'étude, et que ce geste satirique est d'abord un geste scientifique. Pour l'homme, a été de tout temps un grand sujet d'étude, pour l'homme, un scalpel à la main. Ça nous rappelle ce qui arrivera bien plus tard,
au début du deuxième sexe. Dans l'introduction, Beauvoir rappelle que les femmes, on en parle beaucoup, mais ce sont des hommes qui en parlent. Et finalement, ils parlent de femmes, mais ils ne parlent pas d'hommes. Ce qui explique pourquoi on commence à avoir des études, un champ d'études universitaire sur la masculinité. Et oui. Il l'a disséqué moralement et physiquement. Et on voit ici comment cette intrication, enfin ce parallélisme moral-physique, qui n'est pas sans nous rappeler les rapports du moral et du physique de Cabanis, du début du XIXe siècle, se fait donc par cette métaphore de la dissection, mais qui est une métaphore ici complètement légitimée et motivée. Donc il a fouillé les replis les plus secrets de son cœur, ses vices, ses défauts. On passe évidemment immédiatement au niveau moral, parce que ces types vont être en fait globalement moraux, mais aussi physiques, notamment par l'âge, femmes de 40, femmes de 30, mais aussi par une chose qu'on a oubliée aujourd'hui, ou qui se dit en des termes différents, qui va être en fait la physiologisation de la vie morale et sociale. À savoir que la vie morale et sociale, les lois sociales, vont se justifier et être expliquées par des théories naturalistes, issues des sciences naturelles. Et ici, on voit bien comment ces types, alors tous ces types créés par lui, et moi j'ai rajouté en marge, et pour lui, bien sûr. Lui, on fournit des sujets d'études satiriques. Et justement, le fait que la satire reprenne ces termes scientifiques dit quelque chose de la progression du scientisme au XIXe siècle, mais aussi de ce qu'est le geste scientifique de cette première moitié du XIXe siècle. Alors ça, c'est quelque chose qui s'amorce au XVIIIe, qui se poursuit, mais qui est bien un geste de maîtrise symbolique, idéologique, compris comme un geste masculin. Et matériellement, ça se réalise, ça se concrétise par la spécialisation, par ce qu'on appelle la diplomation, donc le fait qu'on ait des diplômes, le fait qu'on ait des études, qu'il faille être reconnu, et que dans le même temps, les femmes n'ont pas accès à ces études, et donc à la diplomation, et donc aux professions. Et donc elles sont exclues. Ça, j'en parlais avec une de mes amies à propos des sages-femmes, des guérisseuses et des infirmières. Le cursus professionnel et donc se retrouve ici. Donc là, pour moi, je tombe dans quelque chose qui est absolument extraordinaire. Oh oui, l'homme a été sans pitié pour les vices, les travers, les faiblesses des femmes, pour leur ridicule. Mais je me demande pourquoi il n'a pas mis le même acharnement à fouiller le cœur de l'homme. Alors, Audouard ne va pas jusqu'à montrer comment ce discours de nature, ce discours scientifique de nature, justement, est asymétrique en raison même de l'inégalité et en fait de l'exploitation des femmes. Mais elle montre cette asymétrie au moins d'un point de vue idéologique. Donc pourquoi il a beaucoup moins exercé sa verve satirique contre les défauts, les vices, les ridicules des hommes? Pourquoi il ne les a pas classés, eux aussi, par catégorie? Parce qu'elles sont bien que la catégorisation, que la classification, c'est un geste de maîtrise et c'est un geste aussi de supériorisation, enfin de supériorité. On classe quand on est en dehors de la catégorie, et donc on est supérieur à elle. C'est une hiérarchisation, la catégorisation. Pourquoi il ne nous a pas esquissé certains types d'hommes qui pourtant en valaient la peine et qui auraient fait un digne pendant à certains types de femmes dessinées par lui? Oui, je me demande pourquoi, et ne trouve pas. Alors Daumier, par exemple, a bien fait des caricatures d'hommes, mais ces caricatures, elles vont être, par exemple, professionnelles sur des types. On n'aura pas le même geste encyclopédique de catégoriser toutes les femmes, ou de ce qu'on va représenter comme toutes les femmes, ce geste-là n'existe pas pour les hommes. C'est pas parce que des hommes sont caricaturés qu'on caricature la masculinité. C'est ça, en fait, qu'elle nous explique. Serait-ce la modestie qui l'aurait empêché de trop s'occuper de son sexe? Je ne crois pas, car la modestie n'est pas la vertu dominante des hommes. Et bim, là, on a une véritable punchline. À savoir, ici, donc, question rhétorique, pour, par prétérition, signaler un orgueil masculin. Je serais plutôt tentée de croire que c'est parce que vous, hop, retour de l'adresse, et donc ça nous fait entrer de plein pied dans la polémique, que vous auriez eu trop de mal à dire de vous autres, messieurs. La tâche est trop grande. Vous avez trouvé plus commode d'exercer votre esprit caustique et méchant sur les femmes, bien obligé de la préférence. Là, évidemment, elle est ironique par antiphrase.
toutes, donc les femmes, n'en doutez pas, nous sommes fort sensibles à ce gracieux et charitable procédé. Tout est en ironie, en antiphrase, donc on dit l'inverse de ce que l'on pense, où il faut entendre autre chose que ce qui est dit. Ce qui m'a vraiment intéressé ici, c'est le tout qui fonde une classe des femmes. Bien sûr, on n'est pas dans un discours politique comme on l'aura avec le MLF. On l'a avant le MLF, hein, cette idée de classe des femmes. On l'a bien avant. Mais il y a quelque chose ici qui s'élabore du l'ordre d'un collectif féminin. Pour mon compte, je veux vous prouver ma profonde gratitude, poursuite du ton caustique. Et donc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend. Et qu'elle renverse. Je veux vous prouver ma profonde gratitude en essayant de vous rendre l'appareil. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pouvoir le faire avec autant d'esprit que quelques-uns de vous autres, messieurs, en ont dépensé pour attaquer les femmes. Et ici, bien sûr, la modestie qui rappelle que ce sont les femmes qui sont considérées comme modestes, et en tout cas, je dirais, moi, assignées à l'humilité et à la modestie, parce que vous n'imaginez quand même pas que les dominés auront le droit de faire preuve d'orgueil. Ça, c'était l'introduction de l'homme et de la femme. Jadis, un concile s'assembla pour délibérer sur cette grave question, à savoir si la femme, tout comme l'homme, avait une âme. Et donc là, on va avoir vraiment quelque chose sur l'égalité à travers la filiation, à savoir par le fait que ce sont les femmes qui donnent naissance aux hommes. Je crois que c'est le concile de Nicée, ça. Je ne sais trop quelle fut la décision de cette docte assemblée, mais ce que je sais, c'est que j'aurais éprouvé un véritable plaisir à faire la réponse suivante à ces messieurs. Il faut que vous sentiez que la brute est dominante chez vous pour en être venu à vous demander si celle de qui vous êtes une partie, et là à l'inverse par rapport à la cote, c'est les hommes qui sont une partie et pas les femmes une partie de l'homme, la cote d'Adam, la chair de sa chair, les os de ses os, si celle qui vous a porté 9 mois en elle, qui vous a mis au monde, qui a guidé vos premiers pas dans la vie, qui a formé votre jeune esprit, votre cœur, est une brute, ou si elle est une créature intelligente créée par Dieu à son image. Et donc en fait là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un appel à la nature et à la maternité. Aujourd'hui, les hommes nous font l'honneur de croire que, comme eux, nous avons une âme, la question est vidée, mais dans leur fort intérieur, ils sont encore très persuadés qu'ils ont sur nous une grande supériorité intellectuelle. Et pourtant, quelle erreur et quelle fatuité la vôtre. Croyez-moi, rien n'est moins sûr que cela. Alors, la suite des arguments, ça va être globalement des arguments de type chrétien, à partir donc de la Genèse, des évangiles, qu'on l'a déjà vu mentionner avant, pour des choses assez amusantes. Hein. Si Dieu a créé la terre et les animaux avant l'homme, le fait que la femme soit créée après l'homme n'est donc pas une marque d'infériorité, ou alors l'homme est inférieur au homard. Peut-être que François de Rugy serait d'accord. Mais voilà, il s'agit ici en fait de reprendre des arguments traditionnels pour les renverser. Et en fait, elle fait quelque chose que j'ai beaucoup remarqué chez les féministes, et j'en parlais notamment la fois où je parlais donc de cette possibilité d'une stylistique féministe, notamment à partir de Miso et Maso vont en bateau, le film de Roussopoulos et Seyrig. Elle va au bout des raisonnements. L'idée là, c'est vraiment de dérouler un raisonnement logique pour montrer des contradictions. Le fait qu'il s'agisse ici d'une reprise des textes chrétiens va ramener à un argument d'autorité, mais n'invalide pas en fait cette dimension logique, et en fait il ne s'agit pas de révélation. Il s'agit vraiment d'un autre type d'épistémologie. J'aime beaucoup cela par exemple. Les hommes donnent encore comme preuve de leur supériorité sur la femme la plus grande dose de force brutale que Dieu leur a donnée. Normalement on dira de supériorité physique. Force brutale, évidemment, c'est déjà mettre le verre dans le fruit. Croyez-vous que cela constitue une supériorité ? Alors je vous assure que l'éléphant en a une grande sur nous, il peut tuer raide, etc. Le chameau porte sur son dos. Voilà. Eh bien la femme a moins de force physique ou brutale que l'homme, voilà tout. Ici n'est pas remise en question ce fait considéré comme naturel, et qui commence à être considéré en fait comme acquis déjà au XIXe siècle, et que l'hypothèse de Priscille de Touraille remet aujourd'hui en avant. Cette hypothèse Priscille de Touraille, c'est que la taille plus petite des femmes serait due à une moindre alimentation pendant des milliers d'années, à une sélection inverse, absurde de ce qui aurait dû être la sélection naturelle, à savoir que les hommes auraient choisi plus de petites partenaires, plus susceptibles de mourir en couche, que de grandes partenaires.
Cela, en fait, ce qui normalement, biologiquement, est un avantage au niveau de la sélection naturelle, a été inversé par en fait, déjà le patriarcat, quoi. Ou du moins déjà l'inégalité femmes-hommes. Arrivons à l'intelligence. Si nous remontons à Adam et Ève, vous m'avouerez bien que ce bon père Adam en a peu montré. La fameuse pomme a été mangée. Bim. Alors là, on est vraiment du côté de la boutade, du mot d'esprit, ou j'aurais envie de dire de la punchline. Mais ça marche pas mal, parce qu'on va prendre des arguments comme ça, très topiques, très connus, et se montrer avec assez badin, ou assez badine. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ce que l'on a, c'est quelque chose d'assez burlesque, parlé de façon assez basse dans un registre normalement haut, hein, l'apparition de l'humanité, la Genèse, pour le narrer ici sous forme d'anecdote. L'histoire nous dit Ève a pris l'initiative et a tenté son époux. Si elle n'a pas fait preuve d'esprit d'obéissance, elle a au moins prouvé qu'elle avait l'esprit d'initiative et de l'imagination. Et là, en fait, la dimension familière de ces remarques quasi orales ça ressemble en fait à une conversation de salon, et ça amène en fait aussi une certaine légèreté dans l'argumentation qui permet une causticité plus grande. Alors, un juge disait avec raison peut-être, quand on lui amenait un criminel, où est la femme? Dans les œuvres d'art de génie de bravoure, on peut aussi demander pour chaque homme qui les a accomplis, où est la femme? Et là, en fait, on va avoir une inversion du fameux où est l'homme pour chaque œuvre d'un génie féminin. Alors, avec ensuite tout un appel à la nature, avec la femme ramenée à la maternité, on l'avait déjà, mais c'est quand même poursuivi. Et l'appel à une réforme sociale. Ainsi, je suis page 26, hein, je saute des passages, hein, l'idée c'est moi aussi d'être un peu légère. La seconde raison est celle-ci, les hommes sont égoïstes, ils sont jaloux de cette prépondérance qu'ils se sont abusivement donnée, ce qu'on appelle la domination, hein, et ils font tout leur possible pour amoindrir, étouffer l'intelligence de la femme, on lui donne une instruction élémentaire insuffisante, on la relègue au second plan, lui attribuant les détails prosaïques de la vie. Si l'une d'elles brise les entraves et essaie de s'élever, de suite 1000 voix railleuses la hue, la persiflent. Votre colère, dissimulée sous une amère moquerie, la poursuit. Bien loin de lui tendre une main secourable et amie, main sacrilège et impie que vous essayez de briser, le piédestal qu'elle veut se faire ou qu'elle s'est fait. Vos lois, vos usages, tout est créé par les hommes de façon à asservir, à amoindrir les qualités, l'intelligence des femmes et à empêcher qu'elles puissent prendre leur essor naturel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce féminisme différentialiste, hein, mais pas complémentariste ici, mais qui va quand même postuler, qu'il y a une... il est différentialiste en ce qui va quand même faire appel à une nature, et ici on le voit, cette nature, en fait, elle est étouffée par la société, par une société faite par les hommes. La conclusion est magique, hein. Ce qui tendrait à prouver que le sexe fort a conscience que la femme pourrait bien finir par lui prouver sa supériorité. On n'est jaloux que de ce qu'on craint, avec donc des éléments psychologiques qui permettent de nourrir les clausules qui ont évidemment valeur de poing dans la gueule, de punchline, hein. Mais ouais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette idée d'un essor naturel entravé par la société et qui serait donc volontairement entravé. Et qui passe ensuite donc par la mention donc, d'une méchanceté masculine, notamment face au talent d'une femme. Ici, sans beaucoup d'exemples, mais avec des choses en fait très, très, très modernes. Hein. Je pose en fait que pour qu'une femme réussisse dans quelque carrière que ce soit, il faut qu'elle ait 10 fois plus de talent qu'un homme, car lui trouve une camaraderie prête à l'aider, à le soutenir, et la femme doit lutter contre un parti pris de malveillance. Ah, et donc vraiment quelque chose... Voilà. On croirait que l'intelligence, le talent doivent être récompensés aussi bien chez la femme que chez l'homme. Ce dernier, l'homme, hein, en a jugé tout autrement, étant juge et parti, et là on reprend Poulain de la Barre. Hein. Il a tout gardé pour lui, on pourrait rappeler ça de l'égoïsme. Et donc, en fait, alors, Audouard n'est pas radical comme peuvent l'être Delphi, Guillaumin et d'autres. Elle garde
quelque chose d'une nature féminine et d'une nature masculine, mais elle montre, par une forme donc de mesquinerie, ici encore dans le domaine donc quand même à mi-chemin entre le symbolique et le matériel, hein, celui de la reconnaissance professionnelle, du talent, hein, quel qu'il soit, l'impossibilité pour les femmes d'accéder, non pas en raison donc, de freins, de ce que serait le propos donc, de Woolf dans Une chambre à soi, mais en raison de ce qu'on va appeler la cooptation masculine. Et de ce qu'on a pu voir avec la Ligue du LOL et des choses de cet ordre-là, hein, de façon assez récente. Donc des moqueries collectives contre les quelques femmes qui commencent à se distinguer. La figure d'Hypatie apparaît ensuite, hein, Hypatie, la grande philosophesse tuée, comme ici présentée donc, enfin, comme une forme de patronage pour les femmes, mais aussi pour tirer en fait une lignée entre la méchanceté contemporaine des hommes et la méchanceté passée, et montrer que les crailleries d'aujourd'hui correspondent aux crimes d'autrefois, de l'Antiquité. Également ensuite mention des femmes savantes qui rappellent que non, la carrière des femmes n'a pas pour conséquence de délaisser le foyer, mais qu'elle est au contraire là, pour s'occuper du foyer comme moyen de subsistance, et donc avec quand même une prise en compte des dimensions matérielles extrêmement importantes. La seconde séquence, bien des choses illogiques dans le code et dans le monde et dans le code, montre des contradictions, hein, donc relevées régulièrement au XIXe siècle, entre la punition, hein, que les femmes subissent autant que les hommes, alors qu'elles n'ont pas accès aux mêmes droits, et cela à un niveau indécent au XIXe siècle, absolument scandaleux, mais il y a toujours une inégalité légale aujourd'hui. Hein. Ne pensons pas que l'égalité est déjà là, même l'égalité légale n'est que partiellement atteinte. Évidemment, on a fait bien du chemin depuis. Alors, pas mal d'éléments sur la séduction des filles, hein, due aux hommes qui en même temps les blâment, à savoir donc, ce qu'on appelle une lorette, ce sont en fait plutôt les paysannes ou les ouvrières entretenues. Entretenues par qui, on vous le demande. Ça, c'est tout le propos d'Olympe Audouard. Je ne vais pas vous le lire intégralement, hein, c'est pas le propos, l'idée c'est vraiment de le présenter. Quelques phrases au vol. Hein. La femme n'est ni libre ni heureuse en France, j'en suis persuadée. Ce qui est... avec donc des éléments par moments extrêmement pathétiques. En fait, les registres sont extrêmement intéressants parce qu'elle est très polémique, et évidemment le titre lui-même est polémique, et le registre polémique est un registre prédominant, mais qui passe également donc, par énormément donc, de sarcasme et d'ironie, ça appartient à la polémique, mais aussi par le pathos. Le pathétique permettant évidemment de signaler l'injustice de la condition féminine au XIXe siècle. Avec des passages parfaitement didactiques. Hein. La liberté que je réclame, page 42-43, est une liberté plus sérieuse, plus digne d'un être raisonnable, intelligent, d'un être égal à l'homme. Et elle n'arrive pas à dire appartenant à la même classe que l'homme. Alors, parce que la classe est différente, mais il y a quelque chose encore de différentialiste qui reste. Et c'est étonnant de voir à quel point elle est polémique et à quel point elle bute encore sur la nature. Qui est une fiction, la nature, on le sait bien. C'est d'être traité par les lois, par le monde, comme un être intelligent et non comme un enfant. Et là, elle fait évidemment allusion au Code civil de 1804 qui place les femmes sous le statut de mineure perpétuelle. Car en France, la femme est toujours en tutelle, l'homme est son tuteur de droit. En vrai tuteur de comédie, il use le plus soin de sa position pour dépouiller, pour opprimer sa pupille. Je réclame pour elle l'égalité devant la loi, son émancipation et dans les choses sérieuses. Je demande que, tout comme l'homme, elle devienne majeure. Voilà. Jeune fille, son père et son tuteur, rien de mieux. Et là, moi, j'ai encore des choses à redire, mais la question de la domination des enfants, des mineurs, est quand même beaucoup plus récente dans l'histoire des émancipations.
Jeune fille, son père, son tuteur, rien de mieux, mais mariée qu'elle reste sous la tutelle de son mari, c'est absurde. Et elle-même demande le divorce et l'a pratiqué, c'est-à-dire qu'elle a divorcé assez rapidement. Alors c'est quand même un texte qui est incisif. Alors je pense qu'il peut être difficile pour certains éléments parce que il est inscrit dans son siècle, hein, il date de 1866. Avec donc différents arguments à une nature réelle et entravée. Hein. Ne serait-il pas plus naturel qu'elle pût disposer de cet argent, puisque les femmes au XIXe siècle n'ont pas la maîtrise de leur propre argent, de leurs biens propres, ce qui est tellement scandaleux, ça lui est tellement humiliant. Donc c'est... enfin, l'ensemble est... Et donc, en fait, elle mélange des appels à la religion, à la Bible, l'Évangile, à la nature, mais non pas à la nature telle qu'appliquée, mais telle qu'empêchée par les lois sociales. Alors, je vois. Et elle fait ensuite un élément, alors c'est cette chose extraordinaire, hein, page 59. La femme est ce que vous la faites. Alors là, on n'est pas encore intégralement dans le constructivisme de Beauvoir. Hein. Bien sûr que non. Constructivisme qui se prépare hein, avec Madeleine Pelletier. Mais c'est la misère, c'est votre imprévoyance, c'est votre égoïsme. La femme est ce que vous la faites, à vous toute la responsabilité. Donc, inversion donc, des responsabilités traditionnellement admises. Et avec, bien sûr, ici quelque chose qui rappelle donc que biologie n'est pas destin, comme on résume parfois le propos de Beauvoir, mais qui ramène également à celui donc aux conditions matérielles du XIXe siècle et au comportement des hommes, cela donc de façon extrêmement explicite. Avec ensuite des mentions sur le travail extrêmement mal rémunéré des femmes. Cette imprévoyance des législateurs, des hommes d'État, ce saut égoïste de tous les hommes, voilà la cause bien plus que l'amour du luxe. Parce que bien sûr, ça c'est une façon d'imputer la prostitution, en fait, hein, aux femmes, plus qu'aux hommes. Voilà la cause, donc bien plus que l'amour du luxe, du nombre effrayant de lorettes de tous les échelons qui se voient en France, encore et toujours la faute de l'homme. Et ensuite, on a quelques vilains types d'hommes, hein, comme annoncé au départ, où elle va faire une typologie donc, de monsieur Crapaudas. Et ça, c'est drôle à lire, c'est vraiment rigolo. Hein. L'homme papillon. Le papillon est un gracieux lépidoptère aux brillantes couleurs, il est beau mais qu'il est volage, grand amateur de la beauté, on le voit dans les jardins voyés de fleurs en fleurs, avec des choses très proches de ce que j'ai déjà lu au début de cette vidéo. L'homme alouette, qui m'a beaucoup plu, l'homme caméléon. Et ça, c'est rigolo. Les adorateurs éconduits, tiens là, les incompris, l'homme moustique. Donc la dimension naturaliste est parfois oubliée, les hommes qui se vendent. L'homme canari. Tac, 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 tac. Le Don Juan doublé de Tartuffe, ici c'est Molière, hein, qui sert comme avec la mention des femmes savantes tout à l'heure, le bon et le mauvais égoïste. L'escompteur, les célibataires. Alors, les célibataires est très drôle. Parce que ce sont ceux qui vont vous faire croire qu'il y a un mariage et vous vous mettez en frais pour eux et ils vous laissent tomber. J'aime beaucoup cette adresse. Hein. Les célibataires qui liront ces lignes vont, je gage, jurer que je suis une vieille fille furieuse de porter la cornette de Sainte-Catherine. C'est le chapeau hein, qu'on porte le 25 septembre, je crois, quand on a passé les 25 ans. Enfin, qu'on porte. Enfin, c'est juste stigmatisant. Hein. Et que c'est à cause de cela que je leur dis des choses désagréables. Eh bien non, messieurs, je ne suis point une vieille fille. Et croyez-moi, pour mon compte personnel, je n'aurais pas été fâchée qu'il n'y eût en France que des célibataires. Le Sphinx ensuite, les hommes qui font métier de compromettre les femmes. Et à la fin, à mes lecteurs. Alors, cette typologie, en fait, elle permet de réaliser une réponse cinglante et évidemment tout aussi déshumanisante. Ça passe par ces mentions naturalisantes d'un discours... qui a des allures de scientificité, qui ne cherche évidemment pas à l'être, mais qui est de l'ordre d'une science badine, et qui
répond par le même geste tout en dénonçant donc des types, des caractères. C'est bien sûr la Bruyère que l'on a derrière, hein, mais ce sont surtout ces types de femmes érigées par les hommes et telles qu'on les voit notamment chez Daumier, exemple connu, mais que l'on a avec notamment ces physiologies, et se poursuit ça tout au long du XIXe siècle. Alors, à la fin, on a une petite adresse à mes lecteurs. Je vous saute des passages, encore une fois. Si dans ce volume, je ne dis que du mal des hommes, si je ne dessine que des types ridicules ou mauvais, c'est uniquement pour ceci. Mon but en faisant ce livre, comme je le dis au commencement de ce volume, est de rendre un peu aux hommes la monnaie de leur pièce, comme s'il y avait une symétrie, pour essayer d'avoir une symétrie, pour essayer symboliquement de gagner une égalité, hein, de répondre au mal qu'ils ont dit de nous par celui qu'on peut dire d'eux, au vilain type de femme. C'est étonnant hein, comme formulation, les vilains types de femmes, hein, qu'ils ont esquissé par des types qui soient aussi peu flatteurs. J'ai donc cherché les vices et les défauts des hommes pour les signaler, mais je n'ai pas eu, je le répète, l'intention d'insinuer qu'ils valaient moins que les femmes. Et en fait là, elle n'annule pas son discours, mais elle en atténue grandement la portée ou de beaucoup de choses, alors même qu'il s'agit d'un texte volontairement polémique. Et ça nous montre quelque chose de l'impossibilité de dire. À mon avis, les uns et les autres ont du bon et du mauvais, les uns plus de mauvais que de bons, les autres au contraire plus de bons que de mauvais, on ne dit pas qui évidemment, avec un langage faussement inclusif, mais à mon avis qu'il faut lire littéralement, hein. C'est-à-dire les uns ici à mon avis sont masculins, les autres féminins, mais ça c'est parce qu'on a pas mal de jeux en fait au XIXe siècle sur cette langue, sur le masculin faussement générique, hein, et pas mal de femmes en jouent en fait, enfin de féministes surtout en jouent. Et elle désamorce pas mal de la charge polémique parce qu'elle n'a pas tellement le choix au niveau d'une stratégie même politique. Hein. En 1866, c'est quand même une époque compliquée pour les femmes. Hein. C'est le retour. Hein. C'est le début de la longue lutte pour le droit de vote hein, qui s'amorce. Mais enfin, le droit de vote pour les femmes en France, première élection, c'est 1945. Hein. 18 en Angleterre, et même dans les premiers pays qui l'ont accordé, c'est comme la Nouvelle-Zélande, aux femmes, enfin accordé, où les femmes l'ont obtenu, c'est 1893. J'ai appris il y a peu que c'était pour les femmes, incluant les femmes maoris. J'ai trouvé ça quand même agréable comme nouvelle. Vraiment, ça m'a fait du bien. Mais, en fait, ce retour, en fait, c'est très étonnant. Parce qu'on a comme une forme de réponse qui se fait symétrique et qui, dans le même temps, poursuit cette symétrie, mais par un désamorçage en fin de volume. Mais qui reste symétrique, ou faussement symétrique. À la fin, on le voit par cette question autour d'un masculin réellement générique ou pas. Et tout cela, en fait, ça nous montre comment la charge de Solanas, qui ne s'excuse pas, mais qui au contraire monte en puissance, sans vraiment dire ouais non mais je blague, enfin elle le dit au début. Je m'adresse à ceux qui ont de l'humour, mais elle ne le dit plus à la fin. C'est quand même important, parce que ça nous montre encore comment une des femmes vraiment polémiques de sa période ne peut pas l'être complètement. Et finalement, il y a quelque chose quand même à mes lecteurs, elle ne s'adresse pas aux lectrices. Et ça, ça fait partie des choses que, évidemment, si on cherche en ce moment du texte misandre, polémique, etc., on sera déçu de Olympe Audouard. On est à enfin, c'est une autre époque. Mais on est dans un texte qui, pour son époque, est très polémique. Ça fait partie du jeu médiatique. Hein. On est dans quelque chose qui reste admis. Ce qui est en fait le plus polémique, c'est que ce soit une femme qui parle des hommes. Mais on voit comment la dimension plaisante, les blagues, etc., les punchlines, permettent quand même, correspondent à des codes journalistiques hein, très, très en place à l'époque, et actent symboliquement une égalité qui n'est absolument pas là, et en même temps, il faut continuer à donner des gages. Not all men. Et c'est une demi-teinte, en fait, pour le coup, ce texte. Alors, et je trouve intéressante cette demi-teinte. Et je la prends pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle nous dit.
entend donc, voilà, le texte à ce niveau-là est un objet langage qui nous dit vraiment quelque chose de l'époque, là, ici, de 1866. Voilà, c'était un petit parcours, j'espère que ça vous aura intéressé, je vous dis à bientôt.